Un atténuateur variable sur le câblage d'un haut-parleur? Oui, absolument, ça existe, mais ce n'est pas un potentiomètre. C'est plus ingénieux que cela. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! C'est en vidant la maison paternelle l'année dernière que j'ai récupéré cet atténuateur à haut-parleur. C'est un atténuateur variable donc, et c'est fait expressément pour le câblage de haut-parleur à impédance de 8 ohms. J'ai pensé faire une analyse de sa construction et la partager avec vous. Croyez-le ou non, il y a plus de 20 minutes de vidéo d'analyse de fait sur cet atténuateur passif. Un simple potentiomètre de puissance, vous direz? Non, non, non. Il est mieux pensé que vous pourriez le croire. Pour le découvrir, venez passer un peu de temps avec moi. Voici donc l'unité, telle que je l'avais montée dans un boîtier de Tandy Radio Shack aussi, puisqu'on le verra que c'était une unité qui se vendait pour une plaque murale. Il y a un peu de poussière là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ça. Ça semble être un gros potentiomètre. C'est à ça que ça ressemble. Il est stéréo, il y a 2 sections donc, et les connexions à l'arrière montrent effectivement qu'il y a 2 voies, canal gauche, canal droite. Et je l'avais filé avec des prises, des jacks, là, 1/4 de pouce, donc classique. Et on va voir comment le branchement se faisait, mais c'était au salon pour abaisser le volume de haut-parleur alors que la chaîne sonore était au sous-sol. Ça vient de chez mon père, donc c'était assez loin si on voulait abaisser le volume, donc c'était utile de pouvoir contrôler le volume à distance. On verra cependant qu'il y a des limites au niveau là, de où on peut opérer le contrôle à haute puissance. On sent que c'est, je ne sais pas si vous l'entendez par le bruit, là. C'est du filage bobiné, embobiné à l'intérieur, du fil résistif bien sûr. Alors, on le sent par la friction que c'est fait comme ça. Alors, c'est ça, j'avais mis des cosses, puis j'avais installé pour les 2 voies gauche-droite. Maintenant, qu'est-ce que c'est, cette espèce d'atténuateur? Bien, c'est en fait une unité de marque réalistique, donc Tandy Radio Shack. Je l'avais acheté, oui, j'ai toujours la facture, je l'avais acheté en 1981, mars 81. Et c'est moi qui l'avais acheté pour mon père. Donc, c'est moi qui a monté cette chose en 1981. Ça fait, mes amis, ça fait 40 ans. Hein? Et ça fonctionnait toujours très bien jusqu'à ce que je démonte il y a 1 an. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? On nous dit que c'est un L-pad. Donc, stéréo, on a vu qu'il y a 2 sections. Un L-pad, c'est donc pad, c'est atténuateur. C'est une autre façon de dire atténuateur en anglais. Un atténuateur en L. Alors, qu'est-ce que c'est un atténuateur en L? Bien, on le voit ici. C'est en fait un réseau de 2 résistances. C'est en fait un diviseur résistif. C'est ça que c'est. Ni plus, ni moins. Mais en forme de L. Si vous verrez le dessin à l'envers, vous verrez que c'est un L ici. Alors, le L-pad, c'est donc un atténuateur résistif. Il sera bien sûr ajustable, puisqu'il y a un bouton de contrôle. Mais si on regarde là, le principe fixe, un L-pad, on a donc un diviseur résistif. Et la caractéristique de ce diviseur résistif, c'est qu'on pourra accorder cet atténuateur à l'impédance d'entrée du circuit. Malheureusement, un L-pad n'a pas suffisamment d'éléments pour accorder à l'impédance de sortie. Donc, on pourrait garantir, par exemple, 8 ohms avec une certaine atténuation, présumant qu'on a 8 ohms ici, là. Mais on ne pourrait pas garantir, vu de ce côté, que ça serait 8 ohms. Pour atteindre ce genre de performance, au niveau de l'accord de résistance ou d'impédance, si vous voulez, il faut y aller avec un modèle en T, un T-pad, et vous voyez, les 3 résistances forment la lettre T, ou un modèle en Pi-pad, où là, on a vraiment une lettre en pi. Alors ça, c'est des atténuateurs de lignes dissymétriques. Hein? La ligne est dissymétrique. Ce ne sont pas des lignes, en guillemets, là, balancées, l'anglicisme. Donc, ce ne sont pas des lignes symétriques. On parle vraiment ici d'un système dissymétrique, ce qui est le cas pour des haut-parleurs. La borne moins et la borne plus, là, on peut considérer que le moins est relié à la masse et
c'est un système dissymétrique. Alors, le L-pad, c'est ça qui est monté ici, mais comme je vous mentionnais, c'est un L-pad qui est ajustable. Bon, une autre caractéristique, on nous dit qu'il est bon jusqu'à 75 watts de musique en crête. Donc, 75 watts crête. On verra plus tard pourquoi je mentionne ça. Mais on nous dit aussi que ce 75 watts crête, pour garantir une longue vie à l'atténuateur, il faut absolument que son contrôle soit placé entre 5 et 10. Si on l'abaisse à 4 et plus bas, avec 75 watts de puissance musicale, on va surchauffer l'unité. Alors, il fallait quand même s'assurer de ne pas descendre à fort volume. Bien sûr, si on écoutait de la musique en arrière-plan, ce n'était pas vraiment un problème d'atténuer. Il se dissipait peut-être un demi-watt ou un watt dans l'unité, ce qui était bien correct. Mais si on poussait plus fort, il fallait vraiment s'assurer de ne pas aller en bas de 5. Alors ça, c'était une des caractéristiques. Le branchement, c'était assez simple. Regardons la voie ici, la voie 2, là, qui vient se connecter sur l'atténuateur. Il y avait une borne commune entre l'entrée et la sortie. C'est exactement la borne commune qu'on a ici. Et on a la borne d'entrée dans l'atténuateur, qui se trouve être ici, et la borne de sortie qui va au haut-parleur, qui se trouve être ici. Donc, branchement en L très simple, 2 voies. C'est comme ça que c'était monté. Bon, alors on pourrait penser que c'est tout simplement 2 potentiomètres sur le même axe. Mais non. Le but du L-pad, dans le contexte de câblage de haut-parleur, c'est bien sûr d'atténuer le signal allant vers le haut-parleur, mais c'est aussi de tenter de préserver, de maintenir l'impédance vue par l'amplificateur le plus près possible de 8 ohms. Alors, c'est cet aspect-là que le simple potentiomètre ne rencontre pas. Si, par exemple, on mettait 12 ohms d'un bout à bout, 12 ohms de résistance sur un potentiomètre, et qu'on faisait bouger le curseur, par exemple, si on montait le curseur ici, en haut tout à fait, on aurait 12 ohms en parallèle avec 8 ohms le haut-parleur, ce qui serait évidemment moins que 8 ohms. Et si on descend le curseur en bas tout à fait, le curseur, lui, viendrait donc, il n'y aurait plus rien qui sortirait sur le haut-parleur. Le haut-parleur serait court-circuité par la très faible valeur de la résistance ici. Si on amène le curseur ici, c'est comme un court-circuit. Bien, on aurait 12 ohms, essentiellement 12 ohms à la masse pour l'ampli. Donc, on varierait de quelque chose comme quoi? 6 ohms à 12 ohms. Ce qui est quand même une grosse variation d'impédance. Vous me direz, les amplis de nos jours sont capables de négocier avec cette variation. J'aurais tendance à être d'accord avec vous. Mais pour améliorer cette situation quand même, ce n'est pas une configuration de simple potentiomètre qu'on utilise. Non, c'est une configuration de 2 rhéostats de valeurs différentes et dont le curseur est commun et actionné en même temps. Ah! Subtil, hein, vous me direz? Effectivement, l'idée, encore une fois, c'est de tenter de maintenir l'impédance vue par l'ampli le plus près de 8 ohms possible. Et donc, ça peut avoir l'air, bien sûr, un diviseur résistif. Si on regarde une position donnée, on peut, bien sûr, déduire quelles sont les 2 résistances. OK? Mais le faire ajustable pour maintenir 8 ohms, c'est la tâche que le double rhéostat fait ici. Alors, regardons les 2 extrêmes, les 2 cas extrêmes. Par exemple, si je monte tout à fait le curseur dans le haut, ici, j'aurai sur cette résistance, dans le haut du diviseur résistif, à ce moment-là, j'aurai 0 ohm. Et si le curseur est en haut, j'aurai la pleine résistance du 2e rhéostat, c'est-à-dire 32 ohms. Et si je fais le 32 ohms, puisque ce court-circuit ici, si je fais un 32 ohms avec parallèle 8 ohms, on obtient 6,4 ohms, qui est quand même pas si mal. Et regardons maintenant dans l'autre cas extrême, où j'aurais le curseur tout à fait au bas, j'aurais 8 ohms, et j'aurais court-circuit de ce côté-ci, donc 0, puisque le haut-parleur viendrait se brancher essentiellement ici, et donc il est mis en court-circuit. Donc, j'aurais 8 ohms avec court-circuit à la masse. Ça ne compte plus puisque j'ai un court-circuit ici. J'aurais 8 ohms.
Donc, je varie seulement entre 6,4 et 8 ohms, et on sait que la plupart des amplis peuvent bien sûr négocier avec jusqu'à 4 ohms très souvent, lorsqu'on met des charges en parallèle. Donc, on a un meilleur cas. Ceci dit, ça, c'est les deux cas extrêmes. Et on a un déplacement linéaire. Ce sont deux rhéostats à distribution linéaire. Alors, on n'aura pas un cas parfait. On pourrait même aller au-dessus de 8 ohms dans les cas intermédiaires. Mais pour le savoir, la façon la plus simple, simulons ceci sur LTSpace pour voir la distribution de l'impédance en fonction de la position du curseur, de une, et de deux, regardons la fameuse puissance dissipée, là, particulièrement dans la résistance plus faible, c'est là que ça risque de se jouer. On nous disait une limite qu'il ne fallait pas descendre en bas de 5. Bien, regardons le genre de puissance qui va être dissipée là-dedans. Alors, allons tout de suite faire du LTSpace. Alors, me voici dans LTSpace. J'ai saisi un schéma de simulation qui correspond à notre montage. Le montage, qu'est-ce que c'est? C'est l'amplificateur, donc une source de tension, en série avec une impédance, donc une résistance de 8 ohms. Bien sûr, un ampli, ça dissipe de la chaleur à l'interne, et donc, pour simuler son impédance de sortie, qui est de 8 ohms, qui doit être accordée, bien sûr, je mets une résistance en série de 8 ohms, et j'aurais mis une tension de 49 volts. Si on fait la loi d'Ohm, on s'aperçoit que le 49 volts produira une puissance dissipée de 75 watts, le maximum autorisé dans la fiche technique. 75 watts sur une charge de 8 ohms ici. Alors, c'est pour ça que j'ai mis 49 ohms. Ça nous servira à analyser le résultat à la fin au niveau puissance. Du côté de notre atténuateur en L, le L-pad, j'ai créé un atténuateur résistif. Ce ne sera pas un potentiomètre, mais on va quand même faire varier les deux valeurs parce que c'est ça que c'est. C'est un atténuateur résistif, mais les deux valeurs de résistance vont varier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme variation de résistance? La façon qu'on peut le faire, c'est de spécifier que la résistance R1 est de 8 ohms. Je l'ai mesurée. Et la résistance ici, R2 est de 32 ohms. Ce sont deux valeurs que j'ai mesurées sur le L-pad. Donc, je ne pars pas les yeux bandés ici. Maintenant, pour les faire varier, on sait qu'elles vont varier entre, dans le cas par exemple ici d'R2, entre 0 et 32 ohms selon la position du curseur. Alors, pour les faire varier de façon mathématique dans la simulation, je vais multiplier la valeur 32 ohms par une variable, un paramètre que j'ai défini comme étant axe, l'axe de notre curseur. Okay? Et cet axe, vous allez voir, je vais le faire agir entre 0 et 1, essentiellement. Donc, on aura une valeur ici qui va varier d'une simulation à l'autre entre 0 et 32 en fonction de la valeur de axe. Et pour faire l'action inverse, puisqu'on sait que l'action est inverse sur le curseur, bien, la résistance de 8 ohms, ce sera l'action inverse, c'est-à-dire 1 moins le paramètre axe. Et donc, quand cette résistance augmentera, celle-ci diminuera, et vice-versa. Et celle-ci variera donc, elle aussi, entre 8 et 0, lorsque celle-ci varie entre 0 et 32. On aura donc le couplage de notre axe commun sur les deux résistances. Maintenant, comment faire de multiples simulations pour voir les résultats? Alors, j'ai défini le paramètre axe que j'utilise ici, la variable axe. C'est un paramètre qu'on appelle dans la simulation. Et je vais lui faire des sauts. Cette valeur d'axe, je vais la faire varier entre 1 millième et 999 millièmes. Je ne l'ai pas fait entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que LTSpace n'aime pas des résistances de valeur 0. Alors, on met toujours une valeur très, très faible. Alors, si je multiplie 8 ici par 1 moins 1, si j'allais jusqu'à 1 par exemple, bien, on aurait 0 et là, la simulation va se planter. Donc, j'utilise entre 1 millième et 0.9999. On s'entend que c'est tout près de 0 et 1, puis ça sera bien correct comme cela. Et donc, le simulateur va faire beaucoup de passes puisqu'il fera des sauts de 10 millièmes. Et donc, essentiellement, une centaine de simulations, plus ou moins une. Là. Maintenant, pour mesurer quel sera l'impact de ces différentes valeurs de résistance sur l'impédance de la charge sur notre ampli, j'ai défini une mesure que j'ai appelée Z-charge. Ce sera une mesure RMS, mais on se fout un peu, là, RMS.
puisque c'est une tension CC. Ça, c'est une variable, hein, on peut lui donner n'importe quel nom, comme étant la tension aux bornes ici de N2, le node numéro 2, divisé par le courant dans R1. Alors, tension divisé par courant nous donne résistance dans le circuit. La tension de N2, bien sûr, c'est la tension de N2 moins ce nœud-ci qui est à la masse 0, donc c'est la tension de N2. Tension de N2 divisé par le courant dans R1, ça nous donne l'impédance d'entrée de notre circuit ici, équivalent bien sûr avec le haut-parleur en place. J'ai aussi défini des mesures de puissance. Et bien sûr, la puissance à travers la résistance R1, ce sera la tension à ces bornes multipliée par le courant. C'est la loi d'Ohm. Puissance égale tension à travers multiplié par courant à travers. J'ai fait ceci pour R1, donc P de R1, je l'ai appelé le paramètre, et P de R2, puissance de R2. C'est la tension, bien sûr, à ces bornes, multipliée par son courant. Ces valeurs ici, elles ne sont pas affichées automatiquement au début de la simulation, mais elles sont sauvegardées dans la simulation. Et on va les faire afficher par la suite. Et je vais vous montrer tout de suite comment. Alors, je lance la simulation. Ce qui est fait, on n'affiche rien sur la simulation présentement parce que c'est une simulation en fonction du temps et ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas une simulation en fonction du temps qu'on fait ici, c'est une simulation en fonction de la variation des résistances. Donc, on peut fermer cette courbe. Alors, pour afficher les mesures qu'on a faites, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans View et on va aller dans le log de Spice. On l'appelle le log d'erreur, mais quand il n'y a pas d'erreur, c'est le log quand même. Et lorsqu'on regarde le contenu du log, on s'aperçoit qu'on nous montre les sauts qui ont été faits lors de la mesure et on nous affiche les résultats de Z-charge, puissance dans R1 et puissance dans R2. Regardez la petite astuce. Si on fait clic de droite sur le log, n'importe où, ça n'a aucune importance, et qu'on sélectionne cette fonction, donc dessiner les mesures de données, MES, .MES, avec les sauts qui ont été faits, on obtient une mesure des trois valeurs, mais elles ne sont pas placées. On a créé par contre une courbe entre 0 et 1, c'est notre paramètre qu'on fait varier ici. Et là, on peut faire additionner une courbe, tout simplement. Si on fait Add Trace, je peux ajouter l'impédance de la charge, par exemple, et voilà. Voici l'impédance de la charge en ohm en fonction du paramètre entre 0 et 1, donc le curseur d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on l'avait vu, ce cas extrême, lorsque le paramètre est égal à 0, on a 8 ohms d'impédance. Et on sait que lorsque le paramètre est égal à 1, on a 6,4 ohms d'impédance. Ça, on l'a calculé facilement avec la calculette. Mais la simulation nous montre qu'est-ce qui se passe sur les cas de position de l'axe, donc le curseur, à des positions intermédiaires. Et on s'aperçoit que ça passe de 8 à 10 et ça descend jusqu'à 6,4. Donc, ce n'est pas tout à fait maintenu à 8, mais l'excursion n'est pas terrible. En réalité, on va maximum de 2 ohms au-dessus et on diminue moins de 2 ohms en bas. Donc, c'est beaucoup mieux que si on avait eu un simple potentiomètre. L'idée des deux curseurs, les deux rhéostats avec le même axe, et donc couplés ensemble. Donc, ça, c'est le résultat intéressant à analyser. Bien sûr, on pourrait se demander, là, si c'est une distribution linéaire sur la résistance de chacun des deux rhéostats, est-ce qu'ils auraient pu créer une distribution quelconque, logarithmique ou autre, qui aurait maintenu, ou en tout cas qui aurait amélioré, à défaut de maintenir, bien sûr, parce que les cas extrêmes, on est pris avec, mais qui aurait pu améliorer cette excursion jusqu'à 10? Probablement que oui, ils auraient pu faire une distribution de résistance sur les rhéostats qui aurait beaucoup amélioré. Mais ceci dit, 2 ohms d'excursion, ce n'est pas la mort. Donc, ils se sont satisfaits de cette distribution. Et je l'ai vérifié, la distribution, à mi-chemin, et c'est effectivement une distribution linéaire. Bon, maintenant, parlons puissance. Je vais ouvrir un nouveau panneau de courbes et je vais ajouter 2 autres courbes. Je vais ajouter, bien sûr, la puissance de R1, la voici, et je peux ajouter la puissance de R2, la voici. Alors, clairement, ici, c'est en watts, et donc, clairement, la puissance de R1, je
peux vous aider un petit peu en changeant la couleur ici, avec une couleur plus visible, disons rose. Bon, alors, ce qu'on voit bien, c'est que c'est la puissance R1, celle qui a 8 ohms au maximum, qui prend le gros de la puissance. Et la puissance R2, la 32 ohms, elle, bon, je ne vous dirais pas qu'elle dort, là. On parle quand même de 15 watts dans le pire des cas, avec 75 watts de puissance de sortie. C'est 1/5 de la puissance qui est dissipée. Et dans le pire des cas, bien, c'est 75 watts de dissipé. Et ça, c'est dans le cas où c'est, bien sûr, la résistance de 8 ohms qui est complètement exposée, alors que celle de 32 ohms est fermée complètement. Et c'est le cas, bien sûr, il n'y a aucune puissance dissipée dans celle de 32 ohms. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que de garder ça à 5 et plus, sur une échelle de 0 à 10, et c'est bien comme ça que c'est gradué sur le rhéostat, sur l'échelle à l'avant du bouton, parce qu'on craint bien sûr pour la puissance de la résistance de 8 ohms. Et donc, avec 75 ohms, crête, bien sûr, on parle de crête ici, on s'entend bien, là, on a quand même 32 ohms crête dans la puissance R1 à partir de la position 5. Et 32 ohms crête, on peut présumer que c'est du sinusoïdal, mais vous savez, c'est les coups de grave, hein, les coups de batterie qui contiennent beaucoup de puissance. Les moyennes et les aigus en contiennent moins. Donc, on est satisfait avec ce 32 watts ici, avec 75 watts de crête, on dirait 32 watts de crête. Bien sûr, on parle de crête. Donc, c'est beaucoup moins en puissance continue. Je ne sais trop combien la résistance peut prendre dans un niveau acceptable en continu, mais c'est peut-être le tiers, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ici la limite, clairement, de R1. Donc, attention à R1, gardons le curseur entre la position 5 et la position 10 pour minimiser la puissance dissipée. Et le seul cas où c'est pire pour R2, c'est lorsque le curseur est complètement fermé, ou en tout cas à partir de position 8, 8,5, où là c'est vraiment R2 qui se trouve à prendre le gros de la puissance, alors que R1, ça va en diminuant en fonction de la position du curseur, et bien sûr ça va à 0 lorsque le curseur est à côté à la position 10. Et finalement, l'autre chose qu'on remarque, c'est que ce 15 watts de puissance, il va être dissipé sur presque toute la distribution, et même lorsque le curseur est complètement ouvert, on reste avec la résistance de 32 ohms en parallèle avec le haut-parleur. Et donc, il y aura un 15 watts sur les 75 watts qui va toujours être dissipé dans la résistance. Donc, 1/5 de la puissance perdue dans la résistance R2. C'est la vie, que voulez-vous? Alors voilà, les simulations sont faites. Un petit rappel. Si vous vous sentez un peu dépassé par le logiciel gratuit de simulation LTSpace, j'ai produit une série d'introductions à la simulation LTSpace. Dans cette série, je pars vraiment à zéro et je montre plusieurs astuces pour mieux utiliser le potentiel du logiciel. Allez-y jeter un coup d'œil. Je fournis un lien vers la série dans la description ci-dessous. Bon, des L-pads audio comme celui-ci, ça s'achète toujours en passant de nos jours, mais l'offre est surtout dans l'occasion, vous allez trouver. Et le prix est surprenant, beaucoup plus cher que les 15 $ payés en 1981. Regardez par exemple sur eBay. C'est là où j'ai trouvé la plus grande offre, si on peut dire. Alors voilà pour cette analyse. J'espère que vous avez apprécié découvrir cet item avec moi aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai appris qu'un atténuateur de haut-parleur, c'était plus qu'un simple potentiomètre de puissance. On en apprend à tous les jours, croyez-moi. Merci et à la prochaine.